Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier à 3 mains, enfin non à 6 mains du coup, je ne sais pas compter, entre le Musée des Arts et Métiers, Smart Apps et Pixido sur la thématique de cibler de nouveaux publics avec une application mobile ludique et scénarisée. Désolée pour le retard déjà, merci pour votre patience, mais c'est pas grave, voilà, c'est le matin, on inaugure. Eh bien, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver autour de cet atelier. Ça a été un beau projet, comme toutes les collaborations. Il y a eu des moments intenses. Ça a été un travail de longue haleine, mais c'est vraiment une très 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 belle réalisation et on a hâte de vous la présenter. Alors aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir, Frédéric Durand, notre CEO, a été annoncé pour l'atelier, mais je le remplace parce qu'il a le Covid. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc avec moi aujourd'hui, Anaïs Reynaud. Bonjour. Je te laisse te présenter, Anaïs. Bonjour, je m'appelle donc Anaïs Reynaud, je suis chef de projet exposition au Musée des Arts et Métiers et j'ai suivi donc d'habitude moi je fais plutôt des projets dans des grandes salles avec des objets, des cimaises et des choses plus dures et donc c'était ma première participation à un projet d'application. Et Aurélie. Bonjour, donc Aurélie Petuello, je travaille chez Opixido en tant que directrice de la stratégie et du développement et également constructrice multimédia et donc j'ai participé à toute la conception de l'application. Et donc je représente Smart Apps qui s'est chargé de la partie développement et réalisation, exécution, application. Eh bien, on va commencer par parler un petit peu de Smart Apps. C'est le contenant de cette fabuleuse réalisation. Nous, on est qui, Smart Apps? On est une entreprise qui fait des applications mobiles pour les musées. Depuis presque 10 ans maintenant, on a des applications en 12 langues dans plus de 6 pays différents. Et qu'est-ce qu'on propose? Contrairement à une agence, nous, on a un CMS, c'est-à-dire un outil de management du contenu dans lequel des institutions comme le Musée des Arts et Métiers vont pouvoir rentrer des contenus produits par eux-mêmes ou par des entreprises comme Opixido et bénéficier de plus de 60 fonctionnalités déjà disponibles pour scénariser leur application. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Et donc, quand on cadre bien tout ça, eh ben, on peut tout à fait en faire une réalisation qui peut avoir une tonalité documentaire ou une tonalité plus ludique, comme ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelques-unes de nos références, je passe assez rapidement. Et on va vous parler un peu du Musée des Arts et Métiers que vous connaissez bien évidemment. Alors, donc le Musée des Arts et Métiers est situé à Paris, en face de la station de métro Arts et Métiers. C'est un des plus vieux musées de France. C'est un musée qui est hérité de la Révolution, qui a été fondé au même moment que le Louvre, le Muséum et le musée d'Artillerie. Donc c'est vraiment un des établissements cadres de la politique patrimoniale française. C'est un musée qui est dédié aux techniques, essentiellement, donc à la technologie, à la science, à l'innovation. Le musée compte à peu près 80 000 objets dans ses collections, donc qui datent essentiellement du 18e, du 19e et un peu du 20e siècle, avec des incursions plus anciennes, des astrolabes, des poids et mesures de la période moderne. Et il a un parcours, donc le bâtiment historique est situé dans le cadre de l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs, avec son église, pour ceux qui la connaissent et qui savent les surprises qu'elle renferme. Et au sein de ce bâtiment, on a un parcours de visite qui fait à peu près 6000 m², donc qui est assez long. Et ce parcours, il est divisé en 7 thématiques: instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transport, chacun de ces domaines étant après redécoupé de façon chronologique. Donc on est plutôt thémato-chronologique que chronothématique, avec voilà, des inventions, le cinématographe des Frères Lumière, l'avion d'Ader, un certain nombre de jalons de l'histoire des techniques, de pièces plus contemporaines, et puis de fonds particulièrement prestigieux, comme par exemple le laboratoire de Lavoisier. Le musée, il a fait l'objet d'une rénovation il y a une vingtaine d'années, au tournant des années 2000. Et cette rénovation, elle a eu un parti pris assez fort, basé sur l'esthétique. Donc des objets présentés pour eux-mêmes, pour vraiment être admirés, un peu de façon voilà, sculpturale, donc avec des grands enchaînements de podiums, des galeries assez longues. Et en évacuant beaucoup la question du contexte de production, de conception et d'utilisation.
Il en résulte aujourd'hui que c'est un parcours qui n'est pas forcément facile à comprendre et avec des outils de médiation in situ assez légers et des objets qui, pour beaucoup, ne parlent pas aux visiteurs. Voilà, les visiteurs ont du mal à retirer du sens de leur visite. D'où le défi que tu nous as lancé. Exactement. Et sachant que voilà, on est sur une rénovation il y a 20 ans, les outils aussi de médiation qui ont été prévus avaient un peu vieilli. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Notamment les multimédias in situ et l'audio guide qui sont un peu vieillissants, un peu obsolètes par endroits, qui ne fonctionnent plus trop, ne sont plus trop consultés. Et donc on s'est retrouvés dans cette réflexion, dans cette situation actuelle, à réfléchir sur comment redonner aux visiteurs de l'appétence pour les collections, comment faire en sorte qu'ils retirent plus de sens de leur visite, sans forcément, pour l'instant, faire une reprise muséographique importante. Donc ça repassait par une refonte de nos outils d'aide à la visite et de nos outils in situ. En plus de ça, comme beaucoup de musées, on a l'objectif de capter le public qui ne vient pas. Et comme dans beaucoup d'endroits, le public qui ne vient pas, c'est en partie les 18-35 ans, ceux qui n'ont plus l'obligation de faire les visites scolaires et qui n'ont pas forcément encore le goût de la déambulation du week-end. Résultat, on souhaitait que parmi les objectifs de ce travail sur la médiation in situ, on puisse essayer de capter le public des 15-30 ans, du coup avec quelque chose d'assez différent. C'est un public qui ne consulte pas forcément les audioguides et qui a des pratiques, notamment par rapport à l'utilisation du numérique, qui sont plus fortes, d'où cette idée d'une application. Et on avait proposé une approche assez libre. En fait, dans l'appel d'offres qu'on a fait, on n'avait pas une idée de format très établi. On souhaitait juste que ce soit centré sur les collections, centré sur la thématique de l'invention, et que ça propose un format qui soit vraiment, pour le coup, très distinct de celui d'un audioguide. Donc on ne voulait pas un audioguide sur une application audioguide. Et par contre, on a laissé après liberté sur le format, que ce soit un jeu, que ce soit quelque chose d'hybride. Et voilà. Et c'est là où la proposition est intervenue. Je repasse par là. Oui, tout à fait. Alors je suis désolée, c'était une vidéo avant d'être une image. Et en fait, c'est une image. Du coup, je vais peut-être te laisser parler rapidement, Aurélie. Désolée, vous n'avez pas forcément le visuel, mais tu vas faire vivre ce visuel intensément. Oui. Donc, sur le projet, l'agence Opixido s'est chargée de tout ce qui était conception et réalisation des contenus, donc qui vont dans le contenant Smart Apps. Et donc, on est parti de ces différents postulats de départ, c'est-à-dire répondre à vraiment une demande de cibler ce jeune public des 15-30 ans, qui est quand même relativement large, et qui est donc la demande première du musée, d'aller sortir des formats traditionnels, tout en finalement conservant quand même un format, enfin des contraintes budgétaires évidemment et aussi technologiques, parce qu'on est quand même dans un format d'application. Et donc il fallait réussir à répondre à ces trois postulats de départ. Voilà. Donc pour proposer cette expérience de visite, la première étape a été vraiment de s'orienter et d'axer toute notre première réflexion sur la cible, donc les 15-30 ans. Comprendre la façon dont ils utilisaient les smartphones, etc. Et ce qu'on pouvait en faire d'une application, d'une utilisation muséale, mais également de comprendre leurs attentes vis-à-vis du musée, qu'ils ne connaissaient pas vraiment, effectivement. Donc, sur cette identification de la cible, cette première étape, on a vraiment commencé par réaliser des recherches, évidemment, fait des enquêtes auprès de ces publics pour comprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit, leurs attentes, etc., et leurs pratiques. Et donc, il en est ressorti que cette cible est vraiment sur une utilisation de leurs terminaux, vraiment notamment pour les réseaux sociaux. Ce sont des utilisateurs qui swipent énormément, qui passent de contenu en contenu jusqu'à ce qu'un regard soit accroché, donc qui ont plutôt une lecture très rapide, très visuelle, pardon, qui privilégient les formats courts et également qui attendent beaucoup de rythme, de contenu ludique et du visuel animé. Voilà. Donc, et finalement aussi, ce que nous a donné ce premier résultat et qui était assez étonnant et qui a finalement un peu changé notre vision de la conception, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux groupes au sein de ce public. Il y avait les premiers 15, 18, 20 ans qui sont plutôt sur le challenge, sur l'exploit, sur le côté ludique,
Et au-delà de ça, donc les 19-20 jusqu'à 30 ans sont plutôt sur une attente, ils sont plus soucieux de trouver des réponses à leurs interrogations. Comme l'a dit Anaïs, c'est un musée où on voit beaucoup de choses extraordinaires, mais dont on n'a pas forcément l'explication. Et finalement, c'était pas le jeu qui les intéressait, ce public-là, c'était plutôt vraiment de savoir à quoi ça servait, comment c'était fait, etc. Voilà, donc la deuxième étape, et pour le coup, on a été extrêmement heureux de travailler avec le Musée des Arts et Métiers parce qu'on a eu beaucoup de liberté. Et c'est assez rare d'avoir autant de possibilités. Et elle nous a dit carte blanche, donc allez dans le musée et choisissez les objets que vous voulez faire parler. Donc bien sûr avec énormément d'échanges entre nous, mais donc on a fait donc cette étape 2 qui a été vraiment enquêter sur le terrain et récolter des informations. Donc la méthodologie, ça a été de faire d'abord des visites de musée entre concepteurs, donc vraiment l'équipe Opixido, pour aller faire un premier bilan un peu on va dire une présélection et des repérages sur les objets, sachant qu'on avait un peu déjà en tête le temps de parcours et le nombre d'objets qu'on devait sélectionner. Ensuite, on a fait une visite avec le public cible, qui nous a encore une fois un peu bouleversés dans nos croyances. Hein. C'est vraiment intéressant de travailler avec le public cible. Et donc, à partir de cette sélection d'objets, on a eu toute la documentation scientifique nécessaire fournie par le musée, accès à la bibliothèque aussi très dense du musée, pour commencer à établir donc une liste d'objets et un fil, un parcours avec donc des personnages et finalement une trame à notre application. Voilà. Donc ce qui est vraiment important sur cette étape et ce qu'il faut retenir, c'est que le travail et l'adéquation sur cette tentative de réponse à la demande et à l'objectif a été vraiment de travailler entre les trois protagonistes, c'est-à-dire à la fois le musée, à la fois notre équipe SmartApps et Opixido, parce qu'à chaque fois qu'on avançait aussi dans la conception, évidemment, on était en relation avec SmartApps, et à la fois, évidemment, avec le public cible qu'on a consulté vraiment de A à Z. Voilà. On peut passer à la troisième étape. Voilà. Ah, bah, c'est bon. Donc finalement, sur la réalisation, on a donc essayé de proposer une expérience qui se calquait vraiment sur ce format réseaux sociaux, et c'est là que l'application est très originale, parce qu'on est allé mettre dans une application, dans un guide compagnon de visite, un format un peu inattendu, axé sur ces réseaux sociaux. Et donc finalement, vraiment, on a basé toute cette réalisation sur cette demande unanime finalement, qui est de savoir à quoi ça sert et finalement d'assouvir la curiosité scientifique, mais en utilisant les codes de ces jeunes publics. Voilà. Et donc on a fini par proposer donc, un contenu extrêmement non linéaire, c'est-à-dire que ça permet vraiment une liberté de visite. On peut aller piocher d'objet en objet, aller picorer dans le musée au gré de ses envies et de ses interrogations sur des objets. Donc c'est vraiment un parcours libre qui permet également peut-être de fidéliser, parce qu'on ne va pas tout faire d'un seul coup, si on passe la journée. Mais donc voilà, de se dire qu'à chaque fois qu'on y va, on découvre un nouvel objet, et c'est finalement ce qui se passe aussi en visite normale, c'est que c'est tellement dense qu'à chaque fois on va trouver des nouveaux objets. Donc on est dans cette façon d'exprimer les choses. Ensuite, on a proposé vraiment une diversité d'écriture pour permettre un parcours très rythmé et pour répondre à cette demande d'avoir énormément de choses très courtes. Voilà, avec des codes graphiques vraiment adaptés à la cible. Et ensuite, on a ajouté, pour répondre finalement à la catégorie, enfin les premiers âges de notre catégorie, cette couche ludique qui est un peu à l'instar de, alors je ne sais pas si, la chasse aux Pokémon et l'escape game, c'est-à-dire qu'on va être sur de la recherche d'objets, on va être sur de l'indice qui va nous permettre d'avancer, de découvrir des choses. On a quelques objets qui sont facilement visibles, quelques-uns qui sont cachés. Donc finalement, cette petite couche ludique, elle ne fait pas l'ensemble et elle ne fait pas le produit, mais elle apporte un petit plus pour répondre à cette cible un peu plus jeune. Voilà. Donc finalement, le résultat, c'est 60 à 90 minutes de jeu, de découverte, etc., qui passe par la découverte de 63 objets, donc répartis sur les 7 espaces du parcours. 7 personnalités qu'on a mis en avant également et qui correspondent chacun à un thème du musée.
Donc on a essayé de jouer la parité, on a à peu près... On a 3 et 4. Voilà, on a 3 et 4. Et qui viennent en fait introduire chaque espace pour expliquer aussi un petit peu ce que sont chaque espace. Et donc on va avoir des tas de formats différents, des reconnaissances d'images, des anecdotes, des quiz, des énigmes, des tests de personnalité, des jeux, des stories type Instagram. Voilà, donc c'est vraiment des contenus très originaux et qui sont différents à chaque fois. Voilà. Et donc, toute la mécanique des macarons s'appuie sur la reconnaissance d'image. Donc, vous voyez ici un exemple de macaron. Alors, ils sont beaucoup plus petits, comme disait Aurélie. On veut que les gens essayent de les chercher et qu'il y ait un aspect ludique de chasse au trésor. Donc, si on les met en énorme comme ça, c'est un peu moins évident. Donc, dans les faits, ils sont un petit peu de la taille petit badge. Si vous êtes très sage à la fin de la conférence, vous aurez un petit badge. Ce petit badge, on pourra y revenir, Anaïs en reparlera. Mais donc, le visiteur est amené à chercher ses macarons autour des objets, certains sont plus ou moins visibles, et à les scanner avec son smartphone, en gros, comme ceci, et à accéder donc au contenu associé, et ça lance directement le contenu associé. C'est une contrainte technique et c'est aussi un levier scénaristique, la reconnaissance d'image. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance d'image, donc, elle se base sur le scan de la caméra, ce qui signifie qu'elle est soumise à pas mal de choses, notamment à une signalétique sur place. Et selon les supports de signalétique, on peut avoir des petites surprises à l'usage. Et il y a aussi des contraintes typiquement de scéno, parce que quand on travaille dans son bureau chez SmartApps et que le macaron est parfaitement éclairé sur l'écran de notre ordinateur, c'est pas du tout la même contrainte que quand on est dans une salle d'exposition, qu'il n'y a pas du tout la même luminosité, etc., etc., etc. Je vous passe aussi les anecdotes amusantes de femmes de ménage qui se disent « mais quel adolescent est venu me coller des stickers dans mon musée, j'efface tout ça ». Et donc, voilà, ça fait des petits challenges d'assurer la maintenance. Ça et le goût des visiteurs pour n'importe quoi qu'on peut toucher. Les visiteurs adorent toucher des trucs et résultat, on a une maintenance en phase d'utilisation sur les macarons les plus accessibles. C'est terrible. Ils sont grattés, ils sont décollés. Alors on les recolle, on les maroufle, on en a des jeux et des jeux. Mais on est, moi je suis toujours étonnée. Il faut donner à toucher aux visiteurs. Voilà, ce que l'application ne fait pas. Donc le macaron vient combler d'une certaine façon le besoin de toucher. Mais c'est vrai que la gestion du macaron, quand on a fait l'installation, on a dû la faire en 2 temps. On l'a fait une première fois. Et après, quand on est revenu tester, il y avait beaucoup de macarons qui ne se déclenchaient pas. Il y avait trop de reflets. La visibilité était pas bonne, ou ça faisait pas le point entre le macaron qui était placé sur la vitrine et l'objet derrière. La caméra avait du mal à faire le point qui allait bien. Donc on a quand même passé du temps à réouvrir des vitrines, à se poser les questions. Voilà, on la met sur le côté, on la met là, on la met, etc. Ça pouvait paraître simple parce que en termes de reconnaissance d'image, on avait un motif. Voilà, on avait un disque de couleur avec un objet dessus, ce qui est pas mal, en termes de facilité de reconnaissance d'image. Mais finalement, sur les 70 points du parcours qui fonctionnent tous, ça a été un petit défi. Mais alors sur la dégradation, moi je suis ravie, désolée Anaïs, qu'il y ait la dégradation, parce que ça veut dire que les gens s'intéressent à ça. Et s'il n'y avait pas de dégradation du tout, je me dirais presque que les gens ne les voient pas. Je suis contente que les gens s'y intéressent, désolée. Ça m'occupe avant l'ouverture, c'est parfait. C'est vrai, tu avais besoin de remplir tes journées, n'est-ce pas? Non, l'autre avantage de la reconnaissance d'image, et ça c'est plus d'un point de vue de l'utilisation de la reconnaissance d'image, parce que la reconnaissance d'image, c'est une technologie, c'est au service de quelque chose, d'un contenu. Souvent, la reconnaissance d'image est au service d'un même et unique contenu. C'est-à-dire que la reconnaissance d'image dans telle app va servir à ouvrir les POI, ou la reconnaissance d'image dans telle app va servir à ouvrir une réalité augmentée. L'une des originalités, un des partis pris qu'on a voulu, et c'est ça qui fait le dynamisme aussi du scénario que Opixido a réalisé, c'est que la reconnaissance d'image va ouvrir un coup un jeu, un coup un point d'intérêt, un coup une réalité augmentée. Ça peut être donc un contenu plus ou moins complexe. Et donc là, il y a une vraie utilisation de la reconnaissance d'image pour être un outil de dynamisme. Ça fonctionne vraiment très bien.
pour avoir suivi, moi je les ai vus, je les ai lus. Puis t'es très objective. Non, mais je les ai vraiment beaucoup vus, donc le côté un peu magique aurait pu disparaître. Et en vrai, la première fois, il y en a un où on a une conversation entre... En fait, on a comme une conversation Messenger entre Émilie du Châtelet et Voltaire. Et la première fois où je l'ai ouvert, j'étais là genre... j'étais dans la salle, devant l'objet, ça a bipé. Et voilà. Et du coup, d'un coup, il y a Émilie du Châtelet qui raconte sa soirée de la veille dans un salon à voir une machine scientifique. Et juste le décalage et le fait que ça apparaisse sur son téléphone, en fait, ça fonctionne quand même vraiment très, très, très bien. Et cet effet de surprise et effectivement de se dire qu'est-ce que ça va être au prochain coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir là, ça joue. Et sur la durée qui était aussi un des challenges, puisque le parcours encore une fois est très long, en fait on peut s'arrêter, faire une demi-heure à marcher et à pas les faire, et puis là se redire ah tiens j'en revois un, et là je reprends le truc et mon intérêt est renouvelé. Donc là-dessus, en fait, cette surprise, je sais pas permanente, mais renouvelée, elle accompagne très bien la dynamique qui était un peu défaillante de visite qui s'essouffle et qui est éprouvante pour le visiteur par sa durée. Voilà. Et un des clous, ça a été la réalité augmentée en fin de parcours. Il y avait le souhait d'un contenu un peu bonus, d'avoir un accomplissement suite à toute cette aventure intense de recherche. Et en plus, on arrive dans un lieu qui est difficile à challenger, puisqu'on arrive quand même dans la chapelle, qui est le plus beau lieu. Il y a le pendule de Foucault. À côté, que peut notre app pour être belle? Quand il y a des avions suspendus dans une église, c'est compliqué de se dire qu'est-ce que je rajoute pour faire un peu plus de waouh dans le lieu. Et on a eu une idée fulgurante. Donc on a utilisé la réalité augmentée aussi bien dans une démarche de proposer un contenu un petit peu différent, mais aussi pas uniquement pour donner un contenu par-dessus la caméra, mais pour avoir une démarche d'accompagnement de l'œil vers l'œuvre. Donc on a utilisé le fil de la réalité augmentée pour amener l'œil à l'aéroplane de Blériot. Et comme vous allez le voir là, ce n'est pas déclenché par un des petits macarons précités, parce que comme on a cet esprit ludique un peu de chasse au trésor, le but est d'arriver jusqu'à cette récompense finale qui amène à scanner directement la signalétique sur place, donc le cartel. Donc voilà, on a le petit contenu qui est affiché à partir du moment où on a trouvé et scanné le cartel. Donc on va avoir des images d'archives qui sont proposées, même une petite vidéo qui se lance, parce qu'on peut tout à fait avoir de la vidéo en réalité augmentée. Et petit à petit, en suivant les informations étape par étape, donc il y a 1, 2, 3 pour amener à monter vers le haut, on se retrouve avec l'avion de Blériot au-dessus de la tête, donc retrouvez le Blériot 11 au-dessus de vos têtes. Je vous laisse profiter de la vidéo. Donc bon, vous avez la chance, vous n'êtes pas obligé de faire une chasse au trésor et vous avez déjà le contenu bonus. Voilà. Et on va vous faire un petit retour d'expérience sur ce projet. Ça va être un retour multifacette, comme l'ensemble de cette présentation, contenu, technique, médiation. Alors peut-être des petites informations sur le déroulement du projet. C'est un projet qui s'est mené très rapidement, pour des questions de budget réparties sur un exercice. Donc en gros, on a l'idée la commande a été passée en interne au tout début de l'année 2021, en février-mars, et il fallait que ce soit terminé à la fin d'année. Donc on était sur 8-9 mois de travail, le temps de réfléchir un peu nous à ce qu'on voulait, puis le temps de passer le marché, et puis après le temps du marché, de sélectionner le candidat ou le groupement et de commencer à travailler. Je pense qu'on a commencé à travailler courant juin. Oui. Voilà. Courant juin, pour toujours un objectif d'être livré début décembre, puisque les fermetures budgétaires, c'est pas au 31 décembre tout pile. Au final, on a débordé un petit peu. On était sur une livraison finale fin janvier, je pense, à la fin. Vraiment post-test, installation. Donc voilà, on est sur c'était contraint, dès le début on l'avait dit, évidemment les répondants au marché le savaient, et on a tout de suite eu quelque chose de très très dynamique, des propositions au moment du marché qui étaient déjà très abouties,
Et puis après, une façon de fonctionner où on a été dans un échange. Voilà, une fois que le fil, on l'avait tous accroché, on est resté dessus. Et voilà, ça a été assez intense, beaucoup de retours, beaucoup de versions. Je pense que sur les PowerPoint d'Agapé rendus, on était en version 6 ou 7. Donc on a quand même fait 6 ou 7 versions de quasiment tous les contenus avant de pouvoir les valider. 9 pour certains. Je crois qu'à la fin, les derniers, on était sur la V9. C'est bon à sortir de ça. Et après, pareil, quand SmartApp, ça a vraiment pris le volet production, vous en parlerez un peu aussi, mais c'est allé très très vite et on a eu une validation, production-validation, une sorte de machine à laver, cycle rapide à l'automne qui a été effectivement assez intense. Est-ce que tu veux dire un Et je parle du budget, on était autour d'une... alors, il ne faut plus que je dise de bêtises. Je crois que l'enveloppe initiale était autour de 120 000 euros et vous étiez juste en dessous. Voilà, donc on a tourné entre 100 et 120 000 euros. Avec une partie contenu et une partie technique. Exactement. Non, je rajouterais qu'effectivement, la conception, elle a duré à peu près les 2 mois et demi d'été, on va dire, vraiment. Et après, c'est vrai qu'il a fallu vraiment une synergie pour à la fois développer le contenant et à la fois produire tout ce qui était graphisme, film, motion design et voilà, toutes les déclinaisons, tous les jeux. Donc voilà, c'était important que ça roule bien. C'était important aussi d'avoir un interlocuteur unique au niveau du client parce que ça aide beaucoup la production, évidemment. Et voilà, au final. Je rajouterais de ce côté-là, effectivement, on était 2 à travailler dessus, du coup moi et une collègue au département des publics, justement avec ce regard médiation, discours et adaptabilité du langage, du niveau de discours et le fait d'être à 2, en fait, d'être une petite équipe. Alors effectivement, c'était très lourd. À chaque fois, les relectures, ça prend du temps et on était sur des délais très contraints. Mais justement, ça nous permettait d'être très, très réactifs. Et finalement, le côté petite équipe a très, très bien fonctionné là-dessus. Après, il n'y a pas que aussi le côté petite équipe. Enfin, moi, je trouve que ce qui a été très agréable, c'est qu'on a eu une équipe côté musée, je pense que tu peux en témoigner avec moi, Aurélie, extrêmement enthousiaste. Extrêmement réactive. Je sais que tu n'as pas compté tes efforts, Anaïs. Non, c'était vraiment un plaisir de travailler tous les 3 et je pense qu'un projet qui se réalise dans des temps courts, de manière dynamique, sans trop d'embûches, c'est vraiment le signe qu'on a bien bossé en synergie. Ouais. Comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, vous nous avez donné carte blanche. Avec vraiment une belle liberté d'action, des échanges, une volonté de prendre des risques. Et d'aller sur quelque chose de vraiment différent. Souvent, on peut avoir des musées qui veulent cibler un public différent, mais qui n'osent pas aller complètement sur les codes de ce public. Et je pense que c'est la première leçon à tirer de ça quand on veut cibler un nouveau public, c'est parfois d'être un peu sans filet. Et d'y aller franchement. Et ça a été une grosse réussite. Et je voudrais remercier, parce que sur la méthodologie, je pense que ça a été super important, je voudrais remercier nos équipes mutuelles pour cette réalisation, notamment nos chefs de projet et nos développeurs et graphistes qui ont investi un temps, un effort considérable. Ils sont dans l'ombre littéralement puisqu'ils sont dans cette salle. Mais vraiment un grand merci à tous, vous avez super bien bossé. Et sans vous, on ne l'aurait pas fait. Donc vraiment un grand merci. Voilà. Ah oui, je rajouterais, en fait, ça a tellement bien fonctionné, justement, le petit badge, c'en est la preuve, c'est que jusqu'au bout, le badge, il est arrivé, je pense, en décembre, mais en fait, où une collègue nous a dit, mais c'est bête, vous avez des macarons, et puis nous, on réfléchissait comment emmener l'expérience plus loin, qu'est-ce que le visiteur, quand il repart du musée, il garde, est-ce qu'il garde l'application, est-ce qu'il reconsulte des contenus, comment il peut garder une trace ou même éventuellement une possibilité de refaire une partie des expériences chez lui. Et puis une collègue nous a dit, mais c'est tout bête, c'est quasiment le même diamètre qu'un badge. Et du coup, on a fait, oh, mais évidemment, et puis on se posait la question à la fin, est-ce qu'il y a une récompense, pas de récompense. Enfin voilà, on avait déjà entamé un peu cette réflexion et donc on est parti sur le badge. Donc à la fin de votre expérience, vous passez à la boutique, il y a un énorme écran à la fin du parcours permanent qui vous dit vous avez fait mission invention, passez à la boutique, une surprise vous y attend et vous pouvez récupérer un badge. Il y a 3 modèles.
l'avion et 2 autres. Voilà. Et donc vous les scannez et vous retrouvez les mêmes contenus, donc le contenu de l'avion et puis le contenu des 2 autres POI développés. Donc vous pouvez le porter. On a justement choisi de ne pas reprendre texto les macarons qui sont très beaux mais qui sont moins quelque chose qu'on porterait, et de décliner ça en reprenant les codes visuels de l'application, mais d'une façon un peu plaisante. On pourrait le mettre sur son tote bag, le porter et le faire. Donc on peut ramener un petit bout de l'application. On l'a joué également sur les flyers, les cartes postales qui sont distribuées au début à l'accueil du musée. Il y a déjà un macaron qui est celui de Lavoisier. Du coup, là, on parle presque de la communication. Voilà. On a essayé d'étendre finalement l'expérience avec l'application et de sortir des salles. Parce l'application, elle a vocation à être totalement in situ. Et on s'est quand même dit que ce serait bien d'arriver à donner un petit peu, à toucher et à sentir cette expérience au-delà des murs de l'institution. Donc à cet effet, il y a des cartes postales qui sont distribuées à l'accueil du musée, un peu comme celle-ci. Bon, celle-ci, c'est une autre carte. Une version salon, effectivement. Mais ce sont des cartes postales comme celle-ci qui sont distribuées à l'accueil du musée, avec un petit QR code pour pouvoir télécharger l'application. Et puis déjà, pour se lancer dans la mécanique de scanner, 3 petits macarons avec des contenus soigneusement sélectionnés pour donner envie de voir le sud de la visite. En plus de ça, on a un énorme écran derrière la billetterie qui clignote, qui défile, qui invite les participants à jouer à Mission Invention. Je pense que la plupart de ces aspects-là, on les a déjà évoqués au final dans notre retour d'expérience plus global. Mais oui, donc une vigilance à la signalétique, des contraintes avec la reconnaissance d'image, mais aussi pas mal d'avantages. L'intégration d'un dispositif qui est dans les événements du musée, tu vas peut-être nous en parler rapidement, Anaïs. Oui, alors c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, mais effectivement le fait d'avoir cette installation en fait à demeure dans nos murs avec la possibilité d'en faire un produit d'appel. Pour nous, pour l'instant, on l'a pas utilisé, mais typiquement pour la nuit des musées, de venir le faire et à ce moment-là le proposer plus en mode challenge, parce que donc on l'a pas dit, mais les objets peuvent en partie se collecter, donc vous pouvez enregistrer une partie des objets que vous allez flasher, et du coup on a la possibilité d'amener un peu de difficulté, un peu de défi, et on envisage nuit des musées pour des vacances scolaires, de jouer un petit peu avec ça, de jouer aussi potentiellement avec les inventeurs, parce qu'on a cette figure, on a Ada Lovelace, on a Clément Ader, on a John Dunlop, on a des figures un peu variées qui peuvent aussi être des points d'accroche, et on pourrait envisager d'événementialiser un petit peu autour de ces inventeurs-là dans le parcours. Et puis ça nous a déjà servi d'un point de vue de communication, par exemple lors de la semaine de la radio, lors de la journée pour les droits des femmes, évidemment, on a mis en avant Eddie Lamar, on a mis en avant Ada Lovelace, alors que nos collections sont assez pauvres en termes de femmes et de présence féminine. Donc c'est vrai qu'on a déjà utilisé finalement le foisonnement de l'application et l'icono et les contenus en plus, notamment à des fins de communication. Et donc sur l'événementiel, ça devrait ponctuellement pouvoir être réutilisé, et en tout cas servir de base à des soirées particulières, à des nocturnes, à des week-ends un peu péchus de ce point de vue-là. Et le dernier aspect sur lequel on va faire un retour extrêmement rapide, c'est l'aspect CMS. Donc Smart Apps, c'est pas que des modules de reconnaissance d'image, etc. C'est, comme je vous l'ai dit, un back-office, un outil de gestion du contenu. Et donc Opixido et le musée des arts et métiers ont accès à cette plateforme dans laquelle ils saisissent leur contenu de manière autonome. Donc si demain matin ce macaron il est plus bleu, il est jaune comme les macarons de personnages, il suffit de le changer. Si demain matin il y a un texte qui doit être changé, il peut être changé. Puis si on veut rajouter une autre variété d'informations de macarons sur des œuvres, ce sont des choses sur lesquelles vous avez la main, ce qui propose des contraintes, parce que vous devez faire entrer ces contenus parfois un peu au chausse-pied dans un outil, mais par la suite vous êtes indépendant, et puis vous pouvez utiliser l'outil en toute flexibilité.
Voilà, oui, on est assez, c'est assez accessible et du coup, l'ensemble des contenus, donc on a dit vidéo, des motion design, des frises chronologiques, des jeux type quiz, type test de personnalité, des contenus type story, donc texte, image, voilà, il y a vraiment de tout et tout est, le CMS est adapté à l'intégration de tous ces contenus. Tout à fait. D'où l'intérêt de vraiment, encore une fois, la synergie et de réfléchir, parce que nous, des fois, on avait « Ah ouais, on pourrait faire ça », et on envoyait un mail, on avait une réponse un peu genre « Oui, oui, on va regarder ». Et en fait, voilà, il a fallu parfois déconstruire en briques qui, elles, rentraient dans le système, une idée, et voilà, d'où le fait de demander, et en fait d'expliquer ce qu'on a en tête, parce qu'à ce moment-là, voilà, Loris nous disait « Ah oui, si le but c'est de faire ça, 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 en fait, on peut passer par celle-ci, on va retrouver le même mécanisme, on va retrouver voilà, le même effet dans le téléphone. Enfin, et du coup, on a vraiment discuté avec, ouais, on a une super idée, on a réfléchi nous à comment elle était, enfin, ce que le visiteur devait faire, ce qu'elle est fait, sur quoi, voilà, on cliquait, on pointait, on déplaçait. Et à chaque fois, ils nous ont répondu en disant « Ok, si on passe par là, ça sera ça. Et du coup, ça veut dire ça. Donc du coup, il faut préparer l'information, le contenu, l'icono associé de telle façon. » Enfin, ça a vraiment été c'était pas descendant, hein, c'était vraiment circulaire là-dessus. C'est vrai que la scénarisation, ça repousse un peu les limites techniques par moment, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est ça qui fait évoluer aussi. Mais au final, nous, on a un outil qui contient des centaines de projets, parce qu'on travaille avec tout plein d'institutions, et le but, c'est que toutes les institutions, quel que soit leur parti pris de scénarisation, quel que soit leur parti pris graphique, puissent rentrer leur contenu. Donc nous, forcément, on a une logique de vous proposer des modules qui sont adaptés à la visite, qui vont avoir un fonctionnement qui est vraiment celui qui va permettre à chacun de trouver son compte. Et il y a toujours un moyen de donner à la scénarisation toute sa place, parfois en faisant preuve d'inventivité nous-mêmes. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. Alors, il y aura un temps, je pense, très court de questions-réponses pour ceux qui ont des questions-réponses. Mais je vous propose, pour ceux qui seraient extrêmement frustrés de ne pas avoir pu poser des questions ou qui auraient des interrogations un peu plus profondes ou abouties sur ce projet, à nous retrouver en stand B25 à l'issue de cet atelier. Anaïs va venir sur le stand, donc on pourra prolonger nos échanges sur place si vous le souhaitez. C'est dans l'allée centrale à droite. Et n'hésitez pas à venir chercher un petit badge voilà, si vous voulez déjà commencer. Tout à fait. Et on distribuera sur notre stand des petites cartes postales avec les macarons à scanner. Donc si vous voulez tester la mécanique vous-même de scan et de jeu, vous aurez un échantillon des contenus qui sont proposés dans l'application Mission Invention sans avoir à vous déplacer au musée des Arts et Métiers. On est en train de... mais bien sûr, vous aurez tellement aimé cette expérience que vous retournerez ensuite voir Anaïs au musée des Arts et Métiers. Des questions immédiates ? Corinne, vas-y. Bonjour. En fait, ça fait donc 6 mois que l'application est live. Oui. Merci. Bonjour. Donc l'application est en service depuis janvier à peu près. Oui. Donc vous avez 6 mois de retour utilisateur. Vous avez un outil qui vous permet d'avoir des stats justement de retour par rapport à l'expérience de visite. Oui, tout à fait. C'est AppFigure, c'est ça ? Voilà, donc moi je reçois tous les jours un mail et je regarde pas tous les jours, mais on est... Est-ce que tu as un peu plus de chiffres ? Moi j'avais regardé, en gros on était sur... Alors attendez, faut que je me... On n'a pas fait le taux de prise encore. Si c'est ce que vous cherchez. En fait, une rétrospective à la fin de l'année. C'est une application gratuite. Oui. Donc qui fait partie de la visite. Oui. Et c'est une web app. Oui. Ah non, c'est pas une application native. C'est une native. D'accord. Donc elle est assez lourde de téléchargement à la base. Alors si, j'ai à peu près des chiffres, j'ai les chiffres Android mais pas les chiffres Apple, toujours pas. Mais du coup on est sur entre 10 et 50 téléchargements par jour sur Android. Voilà. Donc on double à peu près pour avoir les chiffres. Voilà. On est sur une vingtaine, trentaine, une moyenne de 20 à 30 téléchargements par jour. D'accord. Pour une fréquentation sur le musée. Alors la fréquentation, si même je dois annuel. la découper annuelle, on est un peu plus de 200 000. D'accord. Merci. Mais bien sûr, ces chiffres devront être affinés. C'est un peu l'inconvénient de faire un exercice quelque peu à chaud.
Ces chiffres seront affinés à la fin de l'année, et notamment à la fin de la période estivale, parce que comme vous le savez... On a déjà constaté de très très grandes variations, notamment sur nos périodes de vacances scolaires. Les vacances de printemps, c'est des vacances qui sont très très propices aux visites de musées chez nous. Et résultat, on a eu enfin, c'était... C'est vraiment lié à la communication que vous faites de l'application aussi en amont, pour qu'elle soit visible par rapport au... Complètement. Alors là-dessus, effectivement, on a aussi... Alors même si... comme ça a été dit, on a donc un énorme écran, un écran qui fait 2 mètres de haut, derrière la billetterie avec une petite animation qui tourne dessus. Donc voilà, on ne peut pas le voir, le truc est jaune fluo, enfin voilà, il n'y a pas de problème. On a quand même constaté qu'il y a des visiteurs qui faisaient le parcours puis sans télécharger, puis qui se rendaient compte de temps en temps qu'il y avait un truc bleu collé sur la vitre. Et effectivement, là, on est en train de faire la bascule inverse. On avait prévu la communication voilà, vous le téléchargez et après vous allez vous amuser, et il faut qu'on le pense dans l'autre sens, et qu'on ait des petits relais de communication dans le parcours permanent. Voilà, vous avez vu le macaron, téléchargez l'application dans ce sens-là. Donc c'est en cours, je pense que ce sera peut-être fait au cours de l'été. On a des travaux en cours actuellement, notamment dans nos ascenseurs, où pareil, on va avoir des renforts de communication là-dessus. Donc même si la communication in situ, elle avait quand même été plutôt bien pensée, il y en a au début, on en distribue, il y en a à la fin, enfin voilà, on est quand même pas trop mal. On s'est rendu compte que, et on a eu des visiteurs qui nous ont dit oui, on s'en est rendu compte là, mais on savait pas du coup ce que c'était, enfin on savait plus. Ça faisait 40 minutes qu'on avait commencé le parcours, qu'on avait zappé qu'il y avait une application, et il n'y a rien qui le dit, le macaron il est muet pour qui n'a pas le téléphone. Donc voilà, on va aussi le penser dans l'autre sens. Et effectivement, on a régulièrement des relais qui sont faits essentiellement sur nos réseaux sociaux, et on voit à chaque fois que ça décale bien. Quand on a les dimanches gratuits, on voit aussi qu'il y a une corrélation vraiment fréquentation-utilisation de l'application. Les dimanches gratuits, on a souvent des pics de téléchargement aussi, donc rien d'inhabituel en fait. Y a-t-il d'autres questions ? Moi j'avais une question par rapport à votre démarche avec le public cible. C'est que vous travaillez comment avec des abonnés ? Est-ce que ça a toujours été le même public du début à la fin qui a suivi, ou est-ce que vous avez au fur et à mesure questionné d'autres personnes ? Alors, moi j'étais que sur la phase conception, donc en phase de conception on a utilisé les mêmes personnes. Les questionnaires, on les a ouverts à beaucoup plus de personnes, hein, puisque c'était des questionnaires en ligne, donc là on a vraiment ciblé très large. Par contre, le public cible, celui qui nous a accompagnés sur les visites, ça a été le même. Sur les 2 visites qu'on a fait avec eux, en tout cas les sollicitations qu'on a fait avec eux, c'était les mêmes. Voilà. Et après, par contre, du coup, je ne pourrais pas vous en dire plus sur la suite, sur les tests qui ont été faits après, une fois que ça avait été... Voilà. Quand l'appli a été prête et pour faire les retours, on a essentiellement testé auprès de nos équipes. Comme on était peu à avoir travaillé dessus, on avait beaucoup de cobayes voilà, à qui faire découvrir l'application. Donc on l'a surtout fait découvrir en interne, avec certains collègues qui ont des enfants aussi, qui ont joué le jeu et nous ont fait des retours dessus. Et comme on était déjà un petit peu en retard, c'est vrai qu'on n'a pas forcément développé la phase test, et c'est quelque chose sur lequel je pense que si on avait eu plus de temps, on aurait pris ce temps-là. Là, on a vérifié que tout était OK, qu'on ne s'était pas trompé, que tout fonctionnait. On a changé on a eu le temps de faire quand même 2-3 retours sur celui-là ne fonctionne pas bien, ou là il y a quelque chose à un peu reprendre, et on a pu reprendre 2-3 graphismes, même dans cette phase test déjà bien poussée, mais ça s'est arrêté là, ça n'avait pas été plus développé. Y a-t-il une dernière question ? Sinon, on va sur le stand. Interrompre l'échange, désolée. Ok. Eh bien, il n'y aura pas de dernière question, ou alors sur notre stand. Donc, on est en stand B25.